Bonjour et bienvenue dans ce court entretien que nous allons avoir sur la situation dans le Kivu avec un chercheur très réputé, Josaphat Moussamba, si je ne me trompe, qui est chercheur et qui est en même temps doctorant et qui travaille beaucoup sur les conflits et la paix dans le Kivu spécialement. Josaphat, je ne suis pas sûr de vous avoir présenté comme il faut. Aidez-moi un peu à vous présenter. Alors, merci beaucoup de m'associer à ces discussions, à ces débats. Je m'appelle Josaphat Moussamba, comme vous avez dit. Je suis chercheur au groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine qui est basé au CERUKI, le Centre de recherche université du Kivu à Bukavu, à l'ISP, Bukavu. Je suis aussi doctorant à l'Université des Gand. Je travaille sur les dynamiques des groupes armés, sur la sécurité et les guerres civiles dans l'Est du Congo. Merci beaucoup, Josaphat, pour cette présentation beaucoup plus claire que celle que j'ai faite. Le M23 a aujourd'hui, ce 13 juin, pris la ville de Bunagana. Ça faisait un moment qu'il y avait des affrontements, des allers-retours entre les FARDC et les FDLR, comme disent beaucoup, et comme ça semble être le cas sur les images qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe pour que ce conflit ressurgisse de manière aussi spectaculaire? Alors, pour que le conflit résurgisse de manière spectaculaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'il faut repartir dans l'histoire. Dans l'histoire, on ne va pas aller beaucoup dans l'histoire de ce qui a été le M23. Le M23, 2012-2013, cette rébellion naît. Et en 2013, il y a eu des tensions, il y a des contre-attaques, les FARDC, la MONUSCO, etc. Et se retirent au Rwanda et au Ouganda. Ils vont signer les premiers accords avec le gouvernement congolais à son temps. Mais les groupes, ils se retirent d'abord, une grande partie partie en Ouganda, une autre était partie au Rwanda. Et donc, depuis 2013 jusqu'à 2017, ces accords qui ont été signés entre le gouvernement congolais et le M23 et aussi les parties prenantes à son temps à Nairobi, alors, ne seront pas respectés à un certain moment. Ce qui fait qu'en 2017, il va y avoir les premiers affrontements. Le M23 va faire des premières attaques autour de Sabinyo, Bunagana, ils vont attaquer. Et en 2017, ils vont être repoussés, ils vont se retourner encore dans leur ancien bastion qui couvre les limites entre le Rwanda, l'Ouganda et un peu le Congo, autour de Kisoro, dans les limites entre le Congo et le Rwanda. Et alors, de 2017 à 2019, il y a 2018, les changements du régime, Kabila va partir, il va partir, et c'est Tshisekedi qui arrive. On repart sur des négociations, les M23 avec Tshisekedi. Entre-temps, Tshisekedi lance des opérations militaires contre les ADF au nord et contre les FDLR aussi, au sud et au nord Kivu. Et alors, le dossier de M23, il est suivi par les mécanismes nationaux de suivi des accords qui était suivi par M. Claude Ibalanki. Et donc, ils se sont entendus des choses avec le nouveau régime. Effectivement, c'était des accords déjà 2013 jusqu'à récemment. Ils se sont entendus des choses. Je pense que l'M23 a sorti un communiqué là-dessus, qu'ils étaient prêts à être cantonnés, qu'on devait avoir des garanties sur la disponibilisation de leurs politiciens au gouvernement de Tshisekedi avec leurs négociateurs. Et ils avaient même, selon le dire des M23, ils voulaient créer un état-major de force spéciale qu'on devait mettre dans le Massissi autour de Mouesso Jiten là-bas pour pouvoir contrer tous ces rébellions, etc. Alors, toutes ces questions n'ont jamais été servies pour les M23. Ensuite, le Congo s'est lancé dans le processus de joindre l'Eastern African Community. Vous avez suivi depuis Tshisekedi s'est rapproché du président Kagame, de l'Ouganda, etc. Et le Congo a adhéré. Eh bien, on a organisé des sommets récemment, des sommets des chefs d'État, à l'issue desquels on a demandé à la RDC, d'ailleurs, il semble que c'était sur demande aussi de la RDC, que les chefs d'État devaient organiser ces sommets de 1-1, discuter avec les groupes armés qui menaçaient la paix dans cet espace, et ensuite mettre en place une force spéciale de la région de l'Eastern African Community. Entre-temps, vous savez qu'il y a la MONUSCO qui traque aussi, il y a l'FIB qui est là, il y a aussi les opérations Soukola 2 et qui étaient aussi là, et aussi l'état des sièges. Et donc, les négociations commençant, on a demandé qu'on parle d'abord avec l'M23, mais il va être en sorte que il y a des cartes qui ont été jouées autrement parce que déjà, on voulait parler avec l'M23, mais on a rajouté d'autres groupes armés du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et ensuite, les opérations militaires se sont accentuées dans les
dans les Djomba, le gouvernement congolais, au lendemain de ces négociations, il va décider de chasser les M23, surtout l'aile qui est plus forte et pas celle de Jean-Marie Runiga, parce qu'il y en a deux aussi. Et alors, on va chasser l'aile de Bertrand Bisimwa et les autres, pourtant, ils étaient invités. Et voilà qu'ils décident de revendiquer encore cette question par les armes, qui revendiquent toujours le dialogue, mais Kinshasa les a déclarés comme des terroristes. Ça, c'est le point de vue du gouvernement. Moi, je n'en peux rien. Mais alors, la matérialité, ce n'est pas des terroristes comme c'est le cas des ADF Nalou. Et voilà, il y a ça. Il y a l'autre, c'est comment on gère toutes ces questions de réfugiés, Bagogwe, les réfugiés qui sont partis, qui sont au Rwanda, des camps de réfugiés qui sont là et qui font partie aussi des revendications et qu'on devrait trouver une solution assez durable sur ces questions-là. Et donc, voilà un peu la résistance. Et aujourd'hui, il vient de prendre Bunagana, ça reconfigure encore la donne et je ne sais pas comment est-ce qu'on va voir la suite aujourd'hui, le soir, demain, après-demain. Josephat Moussamba, pourquoi est-ce que dans la rhétorique qu'on entend au niveau du Congo et de la diaspora, d'une certaine diaspora congolaise, une certaine parce que tout le monde n'est pas pareil, pourquoi les gens ont tendance à dire que c'est des Rwandais qui retournent chez eux? Est-ce que c'est des Rwandais ou c'est des Congolais? Alors, il faut partir aussi, je voudrais rentrer de l'histoire récente, qu'on a connu dans la trajectoire de conflit dans l'Est du Congo deux époques assez différentes, ou trois époques. Les guerres de 96-96, et où c'était Laurent Désiré Kabila appuyé avec des Rwandais. Il y avait aussi des Ougandais. Effectivement, on parle des autres pays voisins. Ils ont aidé cette alliance, cette libération à prendre le pouvoir à Kinshasa. Et après, vous savez comment est-ce qu'ils se sont séparés d'avec Laurent Désiré Kabila, qui a été tué en 2001, et Kabila arrive, ça c'est un. En 98, cette rébellion aussi du RCD, qui était largement soutenue à la fois par l'Ouganda et le Rwanda, parce qu'on en a vu effectivement. Et cela a créé déjà un sentiment anti-rwandais, et anti-rwandophonie. Mais aussi, il faut savoir que déjà, dès le début, dans les Nord Kivu et le Sud Kivu, il y a même dans l'Ituri, il y a cette question de communautés qui sont arrivées ou alors qui ont existé avant la colonisation, surtout les Banyabouisha, les territoires des Bahutu. Il y a aussi ceux qui sont venus dans le temps et qui constituent des Congolais, mais à expression rwandophone. Ils sont dans des tensions. Vous vous rappelez des guerres de Magrivi, vous vous rappelez la guerre de Kanyarwanda dans le Massissi. Et déjà, ces questions-là, ils sont là. Et alors, les guerres sont venues amplifier encore davantage. Alors, la première sortie du M23, comme on disait qu'elle était encore soutenue par le pays voisin, le Rwanda, etc. Et donc, on a ravivé ce sentiment anti-Tutsi, anti-rwandophone, et voilà, il reste toujours là. Et chaque fois qu'il y a remobilisation du M23, on remobilise encore ce discours, ce sentiment anti-Tutsi, anti-rwandophone, qui fait d'ailleurs partie des grilles idéologiques de certains groupes armés qui légitiment, expliquent leur présence par les discours, par exemple, de la balkanisation, l'idée que le Rwanda va encore venir occuper. Pourtant, j'essaie de dire que le Rwanda ne peut pas être, on ne peut pas kimbilikitiser le Rwanda dans l'Est du Congo. Le Rwanda n'aura pas une présence ubiquitaire dans l'Est du Congo. Il ne sera pas partout et à tout moment. Non. On a aussi l'impression que depuis le génocide de 1994 au Rwanda et la fuite d'anciens de l'armée rwandaise et des miliciens irakiens, le sentiment ethnique, le sentiment anti-Tutsi a été vraiment largement répandu maintenant dans les régions où ces réfugiés qui venaient du Rwanda et qui avaient commis le génocide se sont installés pendant tout ce temps et qu'ils entretiennent quelque part ce sentiment. Ah oui, hein, bien sûr que oui, mais et alors à ce niveau, il faut vraiment regarder à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils sont venus et quand on regarde les trajectoires historiques, les trajectoires de la conflictualité, vous allez voir qu'à un certain moment, ces réfugiés, ils ont été traqués, propulsés à l'intérieur de notre pays, du Congo, et d'autres sont partis à l'extérieur du Congo. Mais ceux qui sont restés, ils ont bougé à travers les forêts. À un certain moment, pour des finalités de traquer, par exemple en 98, 99, 2000, il y a des écrits qui démontrent qu'ils ont été avec le gouvernement, ils ont servi pour limiter la résistance contre le RCD à ce moment-là. Et bien, ils ont créé ce que j'appelle les capitales sociales de rébellion. Ces rébellions étrangères, surtout ces groupes armés rwandais, les génocidaires qui sont venus, et alors, ils ont créé un réseau avec des communautés qui sont sur les liens, pas forcément avec les communautés rwandophones, mais aussi avec d'autres pour certaines finalités.
À un certain moment, ils ont commencé aussi à maltraiter la communauté. C'est comme ça qu'en 2005-2010, il y a eu le mouvement que vous avez entendu appeler le Raïa Mutomboki, qui a été créé à Chabunda parce que ces rebelles rwandais des FDLR maltraitaient et massacraient les gens à Chabunda. Alors, ils les ont chassés depuis Chabunda vers Walikale, et ils ont ramené encore dans le Massissi, dans les Walo-Alwanda et dans le Massissi. Tu peux prendre maintenant pour dans ces espaces, et d'autres sont restés dans le haut plateau du Tomboué, dans le territoire de Mwenga. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, il a ravivé, mais à un autre, moi, je pense qu'il faut le revoir autrement. En plus, juste pour compléter, il y a aussi ces Congolais de la diaspora, des Congolais qui gouvernent maintenant aujourd'hui les Congos, qui sont dans les instances de prise de décision, qui ont évolué dans l'opposition qu'on appelait UDPS et les autres en Afrique du Sud et ici en Belgique. Et tous ces gens là-bas, il y en a qui ne maîtrisent pas les dynamiques de l'Est du Congo et qui viennent avec un discours, tout ce qui est M23, c'est du Rwanda. Pourtant, ils ont nommé des gens qui étaient avec l'M23 et qui seraient amnistiés à l'époque de Kabila. Pourtant, ils sont avec des Balouba qui étaient des M23 et qui sont à Kinshasa. Et donc, pour moi, on peut dire que tous les M23, c'est des Rwandais. Ça, c'est un raisonnement très absurde qui ne dénote pas de la réalité. Parmi les M23, bien sûr, il y a des rwandophones, des Congolais du Nord Kivu, il y a aussi des Congolais du Sud Kivu, il y a des Balouba, il y a les Bahavu, il y a les Bashi. Et donc, il y a pas mal de gens qui sont là. Et donc, la question est de savoir, parce que la rébellion trouve, on dit déjà en 2012, c'est appui rwandais, et aujourd'hui, on dit encore, ils sont là. Donc, il y a ces sentiments que voilà, ça, c'est vraiment une rébellion qui vient pour la balkanisation. Et ces gens qui sont venus de la Belgique, de la diaspora, surtout dans le pouvoir actuel, qui ne maîtrisent pas, qui ne comprennent rien du tout, essayent de radicaliser la position au point qu'aujourd'hui, voilà ce qui arrive, parce qu'ils ont chamboulé tout ce qu'ils ont parlé avec les M23, les discussions qu'ils ont commencé déjà depuis Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, ils n'ont rien respecté. Voilà ce qui arrive. Et je pense que ça doit servir de leçon parce qu'il y a des informations sur lesquelles, d'ailleurs, j'ai vu Jeune Afrique l'a dit, l'option qu'Ibalanki prenait, Serge Tshibangu, qui est venu plomber tout ça, et voilà ce qui arrive sur terrain. En analysant les dialogues de Nairobi, c'est-à-dire que déjà, le 1-23 était dans le processus avec le gouvernement congolais à travers les mécanismes nationaux de suivi. C'était Claude Ibalanki qui suivait ces dossiers avec toute son équipe. Depuis qu'ils ont commencé ce processus. Et lorsqu'on est rentré dans l'Eastern African Community, le président de la République a nommé un certain professeur Serge Tshibangu qui, selon les informations, ils ont essayé de contourner les options de Ibalanki et lui est venu avec ces options. Et d'ailleurs, et voilà, je ne sais pas s'ils ont compris les contours de cette question du M23 pour pouvoir aller. Je suis très d'accord qu'on élargisse le spectre avec les autres groupes armés du Sud Kivu parce qu'on doit les écouter et alors les obliger à déposer les armes et à oublier qu'il y a eu des accords, il y a eu des ententes que l'État congolais a signées, que ce soit à l'époque de Kabila ou pas, et dire que Tshisekedi est venu, il ne connaissait pas ça. Et alors, pourquoi vous assumez être président de la République? Pourquoi vous gérez ces pays si vous n'allez pas aussi hérité des acquis passés? C'est l'État congolais qui s'est engagé un gouvernement avec le groupe armé. De la même manière, pour les groupes armés locaux qui sont dans l'Est du Congo, il y en a qui sont allés à Nairobi, d'autres ont refusé. Et donc, ces questions-là, il faut y aller avec beaucoup plus de délicatesse pour éviter de froisser les dynamiques. De la même manière, pour le Sud Kivu, vous voyez, il y a des groupes armés aussi du Burundi qui sont au Sud Kivu. Et comment on en fait? Josephat Moussambou, merci beaucoup pour ces réflexions. Nous reviendrons avec vous parce que vous avez un bagage considérable sur les réalités du Kivu spécialement, mais du Congo aussi en général. Nous aimerions pouvoir compter sur vous pour des éclairages de ce genre-là. Mais pour terminer très brièvement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arrêter la guerre? Alors, moi je pense pour arrêter cette question, maintenant qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, on pensait que c'était des affrontements, il y avait des incursions, des attaques. Mais maintenant, aujourd'hui, on a l'armée révolutionnaire du Congo, c'est cette armée du M23, a pris le contrôle de Bunagana et il dit
parce que j'ai vu le récent communiqué qui vient de sortir, parce qu'il y a eu des attaques de l'armée congolaise et ont décidé de venir occuper cela. Et si cela a continué, ils vont aller. Alors, de manière basique, il y a trois solutions ou trois alternatives. La première alternative, c'est ça reste toujours, comme on dit, l'État doit préserver, protéger les limites territoriales lorsqu'une menace vient, même si c'est un groupe armé. Et voilà, l'option militaire, si elle va réussir à les propulser, et alors qu'il les fasse. Mais on vient de voir que l'armée congolaise a perdu certaines batailles parce qu'il y a un espace qui vient de lui être pris. Et des militaires congolais, ils sont en Ouganda, il y en a 100 et quelques militaires congolais sont en Ouganda. Ça, c'est une option. Si elle arrive, les menaces, c'est de parler, il faut rouvrir les discussions avec les M23, évidemment avec les autres groupes armés. Mais je pense plutôt que si on rouvre les discussions avec les M23, il y a des groupes armés qui se remobilisent maintenant dans l'est du Congo et pour lesquels la résurgence du M23, c'est une menace de plus et qu'il faut se mettre sur les aguets pour pouvoir les traquer. Et donc, il faut qu'on ouvre les discussions encore sur les M23, qu'on regarde qu'est-ce qu'ils se sont entendus, qu'est-ce qui est possible à faire, comment est-ce qu'on peut trouver une discussion durable. Ça, c'est troisièmement, c'est ouvrir des discussions bilatérales entre le Rwanda et le Congo. Et ça, c'est parler de manière franche comme ils l'ont fait. C'est parler de manière franche. Quelles sont les possibilités pour pouvoir apaiser le tension? Je sais que pour le Rwanda, c'est sûr, le fardeau à la fois de ces réfugiés, le fardeau aussi pour le Rwanda et l'Ouganda de ces rebelles du M23, ça pèse. Et que, je ne sais pas. Alors, l'autre question alternative, c'est maintenant, comme vous allez le voir, messieurs les journalistes, c'est que le Congo est dans 3 ou 4 espaces sous-régionaux. Dans le CIRGL, nous sommes dans SADC, maintenant dans l'Eastern African Community. Et aujourd'hui, nous avons un problème entre deux États de l'Eastern African Community. Qui peut gérer cela? Si c'est le Rwanda qui a des tensions avec le Congo, tous membres de l'Eastern African Community, comment est-ce qu'on peut assurer que ces États se parlent à travers ces structures? Même si le président angolais, dans le cadre de la CIRGL, a sollicité de passer ses bons offices, où ils ont déjà réussi la libération des 2 militaires rwandais qui étaient arrêtés. Mais aujourd'hui, avec la prise de Bunagana, ça complique encore la donne. On risque d'aller vers l'escalade. Mais je pense plutôt que rouvrir les discussions à la fois entre groupes armés et les autres groupes armés, surtout le M23, reparler avec les Rwandais pour regarder, en fait, les intérêts qui sont là, c'est en fait des intérêts stratégiques, comme on parle, des politiques de défense des États, c'est la sécurité autour des frontières des uns. Mais entre-temps, comment comprendre qu'un groupe rebelle puisse naviguer entre les limites des 3 États sans poser une menace à la fois pour le Rwanda, pour l'Ouganda et pour le Congo? Ça, c'est une interrogation que je pose et qui appelle à ce que ces États-là trouvent une réponse un peu plus durable par rapport à leurs revendications, par rapport aussi à la réalité qui est sur le terrain. Merci Josaphat Moussamba, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.